Vampires, réincarnation, enfants extraterrestres. Ici Josh avec des Infographics Show. Et voici les mystères surnaturels non résolus les plus fous. Numéro 10. Le 12 novembre 1945, Mitty Rivers, un homme de plein air expérimenté, est parti vers ses terrains de chasse habituels sur le Long Trail, près de Bennington, dans le Vermont. Au loin se dressait la montagne Glastonbury, réputée maudite chez les Amérindiens. Les habitants parlèrent d'apparition d'un homme sauvage, une bête de 2,50 mètres rôdant sur les sentiers. Ils parlaient d'ovnis, d'activités paranormales, parce que quelque chose là-bas, dans cette étendue isolée, arrachait des gens à leurs proches. Et Mitty en faisait partie. 500 personnes sont parties à la recherche de la femme de 74 ans, et tout ce qu'elles ont trouvé, c'est un mouchoir. Mitty connaissait ses sentiers comme sa poche, et même s'il se retrouvait en difficulté, il avait assez d'expérience pour savoir quoi faire. Un peu plus d'un an plus tard, en plein hiver, l'étudiante de 18 ans Paula Jean Weldon fut la suivante à disparaître. On l'avait vue pour la dernière fois errant près de l'endroit où Mitty aurait disparu, et il y avait des rumeurs sur un possible ravisseur, un chasseur d'humains. Mais où était la trace de sang? Où étaient les vêtements? 3 ans plus tard, le vétéran de la Première Guerre mondiale James Tedford disparut, vu pour la dernière fois dans un bus près de Bennington. Les rapports de l'époque mentionnent 15 personnes dans le bus, lui inclus, mais à l'arrêt suivant, 14 sont descendus. Les affaires de Tedford étaient encore dans le porte-bagages au-dessus de son siège, et le plus étrange, c'est qu'il avait disparu le même jour que Paula. Près d'un an plus tard, Paul Buddy Jepson, âgé de 8 ans, fut le suivant à disparaître. Il était avec sa mère à Bennington Town, où la famille élevait des cochons. « Je reviens dans quelques minutes », lui dit-elle en quittant la voiture. À son retour, il avait disparu. Les chiens ont retrouvé son odeur exactement là où Paula aurait été vue pour la dernière fois, mais la piste s'est arrêtée là. Pour les habitants, cela devenait trop étrange. Ils ont alors évoqué le triangle de Bennington. 16 jours plus tard, une autre disparition eut lieu. Celle de Frida Langer, 53 ans. Expérimentée en survie. Elle randonnait avec son cousin quand elle a glissé dans un ruisseau. Elle lui a dit qu'elle irait chercher des vêtements secs et le retrouverait après. Plus tard, elle n'a jamais été revue. Des centaines de personnes sont parties à sa recherche. Des hélicoptères ont survolé les arbres, chaque sentier a été exploré, tous les bois environnants. Comme beaucoup d'autres, elle semblait s'être volatilisée. Mais cette fois, le corps a été retrouvé 6 mois plus tard, presque méconnaissable. Pour aggraver les choses, elle se trouvait loin de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois en train de marcher. Comment ou pourquoi était-elle allée aussi loin? Certains ont supposé qu'elle souffrait parfois de crises. Peut-être en avait-elle eu une ce jour-là, et dans sa confusion, elle se serait égarée dans les bois. Mais cette théorie ne tenait pas vraiment la route. En général, les gens ne s'aventurent pas dans la nature après une crise. Cela n'avait pas de sens. Alors, qu'est-ce qui provoque ces disparitions? OVNIs, Bigfoot, fantômes, ou peut-être un tueur, qu'il soit animal ou humain. Les habitants de Bennington espèrent le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les gens sont confrontés à l'inexpliqué, leur imagination comble les vides. Des siècles avant Bennington, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe a été confrontée à sa propre épidémie mystérieuse. Numéro 9. Au XVIIIe siècle en Europe, les apparitions de vampires étaient si fréquentes que les historiens parlent de panique des vampires. Bien sûr, il existait du scepticisme, et ces affirmations étaient examinées au plus haut niveau. Dans la petite ville serbe de Medveda, où on parlait de vampires ayant tué 16 personnes, des experts ont été envoyés. À l'époque, la région contrôlée par les Habsbourg d'Autriche reçut leurs meilleurs chirurgiens, médecins et responsables juridiques. Si les vampires existaient, ces hommes les trouveraient. Arrivés sceptiques, ils ont découvert quelque chose de bien plus étrange que tout ce qu'on avait imaginé. Ils ont découvert qu'un homme nommé Arnold Paul avait autrefois affirmé avoir été attaqué par un vampire dans la forêt. Il a dit à ses amis que s'il n'était pas devenu vampire, c'est parce qu'il avait mangé la terre près de la tombe du vampire et s'était couvert de son sang. Mais lorsque Paul s'est brisé le cou en 1725 en tombant d'une charrette, la panique s'est installée. Les gens ont commencé à dire que Paul, devenu vampire, leur rendait visite la nuit. La peur a frappé en premier, la maladie a suivi, et en quelques jours ils étaient morts. Les enquêteurs autrichiens ont tout consigné. Les villageois ont fait ce que tout esprit rationnel ferait. Ils ont déterré la tombe de Paul pour vérifier eux-mêmes. Il était bien là. De beaux cheveux, un bon teint, une peau lisse, de longs ongles. Son sang coulait encore dans ses veines. L'enquête autrichienne a rapporté que du sang frais avait coulé de ses yeux, nez, bouche et oreilles, et qu'il y en avait partout sur sa chemise et dans son cercueil.
Paul semblait aussi frais que s'il venait de mourir, rajeuni par la mort. Les villageois ont alors suivi le protocole contre les vampires et lui ont planté un pieu dans le cœur. Et ils ont dit qu'il avait réagi par un cri strident, puis avait gémi. Et enfin, il a fini par mourir de mort naturelle. Et il ne voulait prendre aucun risque, alors ils l'ont décapité et ont brûlé son corps. Ils ont fait la même chose aux personnes qui l'auraient soi-disant tué et infecté. Donc, fin de l'histoire. Non. Environ 5 ans plus tard, dans le même village, 13 personnes sont soudainement tombées malades et sont mortes en 3 jours. Le rapport autrichien indiquait que des nourrissons, des hommes et des femmes, sont passés d'une bonne santé à des douleurs dans la poitrine. Ensuite sont arrivés les spasmes, la fièvre, la mort. Mais surtout, après être tombés malades, ils ont affirmé avoir reçu la visite d'un vampire. L'enquêteur principal note que les précautions prises contre Paul des années plus tôt ont échoué, mais il reste sceptique quant à la théorie du vampire. Il pensait que la malnutrition avait pu tuer ces personnes, mais les villageois menacèrent de partir si leurs revendications n'étaient pas prises au sérieux. Il a alors cédé. Il a exhumé les morts, et il n'en croyait pas ses yeux. Certains corps étaient décomposés, d'autres non. L'enquêteur a demandé de l'aide. Les autorités autrichiennes ont envoyé une commission avec leurs meilleurs chirurgiens militaires. Un rapport indiquait que 12 des corps exhumés avaient été soigneusement étudiés pour des anomalies anatomiques. La commission a signalé la présence de sang frais dans certains organes des morts, la peau, rouge et livide. Ils semblaient frais, ce qu'ils ont appelé un état vampirique. Il s'agissait de quelques-uns des meilleurs esprits de l'Empire, pas seulement de simples paysans superstitieux. Le diagnostic était le vampirisme, la solution la décapitation et l'incinération, et ainsi l'affaire fut close. Quant à la véracité, c'est une autre histoire. Passons maintenant à l'affaire macabre de meurtre de masse numéro 8. En mars 1922, 6 personnes ont été retrouvées brutalement massacrées à coups de pioche dans une ferme isolée en Bavière, en Allemagne. Les victimes étaient Andrés Gruber, 63 ans sa femme Casilia, 72 ans leur fille Victoria, 35 ans, et ses 2 jeunes enfants, âgés de 7 et 2 ans. La 6e victime était la bonne de la famille, Maria, 44 ans. C'était le premier jour de travail de Maria. L'ancienne bonne avait démissionné, disant entendre des bruits étranges du grenier vide et que la maison était hantée avec des phénomènes bizarres. Un journal de Munich a été retrouvé dans une pièce, sans qu'aucun habitant ne soit abonné, ni allé l'acheter en ville. Andrés, à cran, raconta à son voisin avoir vu des traces de pas dans la neige. Elles venaient du bord de la forêt, mais aucune ne repartait dans l'autre sens. Elles s'arrêtaient simplement devant une porte, où étaient entreposées les machines de la ferme. La famille affirmait entendre des pas autour de la maison la nuit, surtout dans le grenier, mais quand Andrés a vérifié, il était vide. La nouvelle bonne est arrivée le 31 mars, déposée par sa sœur. Les sœurs sont restées un moment sans rien remarquer d'inhabituel. Le lendemain, les vendeurs de café sont venus à la ferme pour leur commande habituelle, mais personne n'a répondu. Ensuite, l'aîné ne s'est pas présenté à l'école, et la famille n'a pas assisté à la messe le dimanche. Ce n'est que le 4 avril qu'un voisin inquiet a envoyé ses fils pour vérifier. Andrés, sa femme et Victoria, ainsi que leurs jeunes enfants, s'étaient retrouvés d'une manière ou d'une autre dans la grange, où, un par un, ils ont été massacrés à coups de pioche. Maria a été tuée dans son lit. Ce n'était pas une question d'argent. La police a découvert une grosse somme cachée dans une pièce. Ce n'était pas pour les machines. Elles étaient intactes. Le meurtrier s'était installé à son aise. Il est resté plusieurs jours, mangeant le pain de la famille et la viande du garde-manger. Il a même nourri le bétail. Au fil des années, il y a eu de nombreux suspects. Le voisin, qui avait envoyé ses fils enquêter, a également été soupçonné, mais il a rapidement été écarté. C'était la première bonne, n'est-ce pas ? La maison était-elle surveillée par un être surnaturel ? Peut-être pas, mais l'affaire n'a jamais été résolue, tout comme la suivante. Numéro 7. L'Angleterre du XIIe siècle était en plein chaos. Le règne du roi Étienne avait plongé le pays dans une période connue sous le nom d'anarchie. La dernière chose dont on avait besoin, c'était d'une invasion extraterrestre. C'est pourtant ce qui semblait s'être produit à Woolpit, village paisible du Suffolk. Woolpit, signifiant « fosse aux loups », doit son nom au piège destiné à capturer ces animaux. Puis, en 1150, quelqu'un passant près de l'une de ces fosses tomba sur 2 jeunes enfants, tous 2 parlant une langue que personne n'avait jamais entendue. Mais ce n'était pas tant les mots étranges qui dérangèrent les villageois, c'était le fait qu'ils avaient tous les 2 la peau verte. Les habitants du village les ont recueillis. Ils ont tenté de les nourrir, mais les enfants ne mangeaient que des fèves crues. Il a fallu des mois avant qu'ils mangent viande et légumes, et plus ils mangeaient, moins ils étaient verts. Mais le garçon, malade et mort, ne laissant que la fille. Elle, parlant un anglais basique, a expliqué qu'il ne venait pas d'Angleterre. En réalité, cela ne ressemblait à aucun lieu sur Terre, dit-elle.
Le soleil ne brillait jamais chez elle. Il faisait toujours crépuscule. Tout était vert, comme elle. Cela semble un conte fantastique, mais les chroniqueurs anglais affirmaient que les détails venaient de sources fiables. La fille ici disait qu'elle et son frère étaient dans leur monde vert, gardant le bétail, quand ils ont entendu une forte détonation. Ensuite, ils se sont retrouvés près de la fosse aux loups, dans un autre monde. Plusieurs théories existent. Des adultes auraient exagéré une histoire d'enfants fugitifs parlant une langue inconnue, ou peut-être que les enfants avaient été drogués et enlevés. Et leur couleur verte. Ils souffraient peut-être d'une anémie fériprive sévère, ce qui expliquerait pourquoi leur peau est redevenue normale après une bonne alimentation. Ou alors, ils venaient d'une autre planète. Personne ne le sait. Passons donc à ce prochain cas de bizarrerie de première classe. Numéro 6. À partir de 2007 des pieds, toujours dans des chaussures ou des baskets, ont commencé à s'échouer depuis la mer des Salish. Des membres sectionnés ont été retrouvés sur les côtes de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington, souvent proches les uns des autres. Au total, 25 se sont échoués avant que cela ne cesse. Le premier cas portait sur une Adidas taille 47 contenant encore le pied et la chaussette. Les journaux parlèrent d'une police déconcertée, mais la suite allait être encore plus étrange. 6 jours après, sur la côte d'une île de Colombie-Britannique, près du premier site, un autre pied a été retrouvé. Il était dans une Reebok taille 47 des chaussures, qu'on pouvait acheter presque partout. Dans les deux cas, la police a insisté sur le fait que les pieds n'avaient pas été coupés. Ils s'étaient simplement détachés du corps et avaient d'une manière ou d'une autre flotté jusqu'à la mer. Ensuite, le troisième pied, retrouvé sur une île, Nike taille 45. Son propriétaire était un homme porté disparu depuis 4 ans. Quelques mois après, un premier pied féminin a été retrouvé sur la côte dans une basket New Balance bleue et blanche. Chaussettes toujours en place, identité inconnue. Il continuait d'arriver. Les pieds peuvent se détacher d'un cadavre lors de la décomposition, mais ne flotteraient que s'ils étaient dans une chaussure, et les gens ne nagent pas ou ne se nouillent pas avec leurs chaussures. Comment ces personnes s'étaient-elles retrouvées dans l'eau, et pourquoi leurs pieds détachés avaient-ils suivi la même trajectoire? Que 2 pieds s'échouent au même endroit était déjà une chance sur 1 million. 25, c'est inimaginable. Les théories évoquaient un tueur en série, des extraterrestres ou des esprits malveillants. Les scientifiques pensaient plutôt que les pieds suivaient des courants menant à la mer des Salish. Mais tous ces corps, en seulement quelques années, tous sans leurs pieds, tous échoués ensemble. Non, quelque chose de bien plus étrange et probablement de bien plus sombre s'était produit, peut-être aussi étrange que cette prochaine histoire. Numéro 5. Le 23 mai 1964, Jim Templeton était en excursion avec sa femme et sa fille de 5 ans, Elizabeth, dans un endroit isolé et magnifique, une zone marécageuse sur le Solway Firth. Ce jour-là, ils n'ont vu que 2 femmes âgées assises dans une voiture garée. Jim a demandé à Elizabeth de poser dans sa nouvelle robe pour une photo. Elle a souri. Des photos ont été prises, et ils sont rentrés chez eux heureux, jusqu'à ce que Jim récupère les photos du laboratoire. Une image claire d'un homme de l'espace flottait au-dessus de la tête de sa fille. Puis les choses sont devenues plus étranges. Jim a même reçu la visite de 2 hommes, nommés 9 et 11, qui ont refusé de dire de quel service gouvernemental ils venaient. On pense qu'ils sont venus suite à un événement survenu quelques jours après que Jim ait pris la photo. L'armée britannique se préparait à lancer son missile nucléaire secret Blue Streak en Australie, mais le test a été brusquement annulé à la dernière minute. Pourquoi ? Les techniciens du champ de tir ont signalé avoir vu 2 hommes debout à proximité semblant surgir de nulle part. Plus tard, en voyant l'image de l'homme de l'espace de Jim dans les actualités, les techniciens l'ont tout de suite reconnu. C'était la même silhouette qu'ils avaient vue. Les ufologues ont demandé au ministère britannique de la Défense, qui a répondu que l'image de l'homme de l'espace n'inquiétait pas le gouvernement. Mais certains sont restés sceptiques. La photo était authentique, ce n'était pas un canular. Jim a maintenu sa version jusqu'à sa mort, et Elizabeth affirmait croire à d'autres formes de vie intelligentes. Peut-être que l'appareil photo de Jim avait mal fonctionné, ou que l'homme de l'espace était en réalité sa femme. Peut-être que les techniciens australiens se sont trompés, ou qu'un homme de l'espace d'une autre dimension est vraiment apparu ce jour-là. Si c'est possible, peut-être que les morts peuvent revenir à la vie. Numéro 4. En mai 1957, Johanna Pollock, 11 ans, et sa sœur Jacqueline, 6 ans, se rendaient à l'église sur une route calme de leur petite ville près de Newcastle, en Angleterre. Quelques instants plus tard, une voiture est arrivée à toute vitesse sur la route, les percutant toutes les 2 et tuant également leur jeune ami Anthony. John et Florence, parents des filles, étaient dévastés, mais leur tristesse s'est muée en espoir quand Florence est retombée enceinte l'année suivante. Elle a eu des jumelles, Gillian et Jennifer, même si on lui avait dit qu'elle n'aurait qu'un seul enfant. Les filles étaient identiques, bien que l'une ait une tache de naissance et l'autre non.
C'était assez rare, c'était aussi une coïncidence. La tache de naissance était sur sa hanche, comme Jacqueline. Le bébé avait aussi une marque sur le front, à l'endroit où Jacqueline avait une cicatrice due à un accident. Mais ce n'était que le début. La famille a déménagé dans une ville à environ 5 km de là. Les jumelles étaient encore bébés, mais en grandissant, elles pouvaient raconter des détails précis sur leur ville, comme si elles y avaient toujours joué. De plus, John et Florence avaient gardé les jouets de leur fille décédée, datant de leur petite enfance. Lorsque le couple a eu de nouvelles jumelles, ils leur ont donné les ours en peluche, les poupées et autres jouets déjà nommés par Johanna et Jacqueline. Mais quand Gillian et Jennifer les ont reçus, un phénomène étrange s'est produit. Elles ont donné à leurs jouets les mêmes noms, et les ont répartis comme l'avait fait leur grande sœur. Peut-être était-ce une étrange coïncidence, où les parents n'avaient pas mentionné consciemment les anciens noms des jouets. Mais avec le temps, des pensées de réincarnation sont apparues. Les filles ont développé des personnalités exactement comme les autres filles. Elles aimaient chacune les mêmes jouets, les mêmes aliments, et avaient les mêmes manières, les mêmes goûts et les mêmes dégoûts. John était certain qu'il s'agissait d'un cas de réincarnation. Florence était sceptique au début, mais elle a changé d'avis en observant les filles jouer. L'un des jeux qu'elles aimaient était une sorte de jeu de docteur et d'infirmière, où elles faisaient semblant qu'il y avait eu un accident de voiture. Gillian serrait la tête de Jennifer et disait « Le sang sort de tes yeux, c'est là que la voiture t'a touché. » Florence a demandé pourquoi, et elles ont dit avoir très peur des voitures. Elles faisaient souvent des cauchemars d'accidents, mais après l'âge de 5 ans, les cauchemars ont cessé. Le professeur Ian Stevenson, psychiatre américain spécialiste de la réincarnation, a entendu parler de la famille Pollock et s'est rendu en Angleterre. Après avoir passé beaucoup de temps avec eux, il a déclaré que c'était le cas de réincarnation le plus clair qu'il ait jamais étudié. Les sceptiques ont dit que John avait dû donner des informations aux filles. Il l'a toujours nié. Gillian est décédée jeune, à 44 ans. Ses filles adultes ont ensuite participé à un podcast Apple, et c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas eu beaucoup de choses gentilles à dire sur leur grand-père, John, violent, manipulateur, narcissique, pratiquant le gaslighting et, pour couronner le tout, un menteur pathologique et narcissique. Elles ont dit qu'il avait embarqué tout le monde dans le grand mensonge de la réincarnation. Mais l'histoire est façonnée par la perspective. Le même podcast a retrouvé Jennifer à 66 ans, et elle avait alors une toute autre histoire. Elle a dit que son père était doux et gentil, qu'il n'avait jamais menti sur les détails de la réincarnation, et qu'il ne l'avait jamais imposé à qui que ce soit. Quant à elle et sa sœur qui auraient reçu des informations, absolument pas. Elle a dit qu'on ne leur avait pas annoncé la mort de leur sœur dans un accident avant qu'elle soit bien plus âgée. Elle a aussi admis que, avec Gillian, elle craignait fortement la circulation. Concernant le fait d'être la réincarnation de sa sœur, elle a déclaré « C'est étrange, mais moins que ce numéro 3. » En 2014, Alice Trevero promenait son épagnol Springer, nommé Cassie, sur le pont d'Overton dans la ville de Dumbarton, en Écosse. Construit à la fin du 19e siècle, le pont culmine à environ 50 mètres. Cassie, une chienne obéissante, pouvait donc se promener sans laisse. Mais ce jour-là, sa personnalité a changé. Elle est devenue fascinée, fixant une présence sur le pont qu'Alice ne voyait pas. Elle a crié à Cassie de venir vers elle, un ordre auquel Cassie obéissait habituellement, mais cette fois, elle n'a pas bougé. Ses oreilles ont à peine bougé lorsqu'elle a sauté par-dessus le bord, atterrissant 15 mètres plus bas et mourant sur le coup. Alice a ensuite déclaré aux médias qu'il s'était passé quelque chose de sinistre ce jour-là, et qu'elle n'était pas la première. En 2004, un homme était sur le même pont avec son Golden Retriever quand celui-ci a vu quelque chose et a soudain sauté par-dessus le bord. La même année, au moins 5 autres chiens ont effectué le même saut mortel. Un seul aurait été étrange, 2 c'était déjà beaucoup, mais les uns après les autres, cela méritait une enquête, et ce qui a été découvert était incroyable. Il y avait eu environ 300 cas de chiens sautant de ce pont depuis les années 50. Certains avaient sauté une fois, survécu, puis étaient remontés sur la berge pour se relancer à nouveau. Que se passait-il? Une dépression canine maintenant. Cela peut paraître absurde, mais les chiens souffrent réellement de dépression. Toutefois, rien ne prouve qu'ils prennent des mesures aussi extrêmes. Et pourquoi ces chiens écossais seraient-ils plus déprimés? On pensait qu'une force avait envahi l'esprit de ces chiens. Un ancien pasteur américain, voisin du pont, affirmait qu'il s'agissait d'une possession spirituelle. On l'ignore, mais la théorie la plus rationnelle est que les chiens deviennent fous après avoir senti l'odeur du vison. Le souci avec cette théorie, c'est qu'aucune preuve n'indique la présence de visons ou de leur odeur dans la région, et encore moins que cela pousserait 300 chiens à sauter. À ce jour, nul n'explique le pont de la mort canine. Passons à l'une des histoires les plus sombres jamais entendues. Numéro 2.
En janvier 2013, l'étudiante de 21 ans, Elisa Lam, devait quitter l'hôtel Cecil, situé dans le centre-ville de Los Angeles. L'hôtel n'était pas loin de Skid Row, un endroit tristement célèbre pour les overdoses, les bagarres et les meurtres occasionnels. Même pour un hôtel infernal, ce qui est arrivé à Elisa dépasse l'entendement. Elle avait disparu depuis près de 2 semaines quand la police de Los Angeles a diffusé des images de vidéosurveillance de ses derniers déplacements connus. Elisa est entrée dans l'ascenseur, a appuyé sur plusieurs boutons, puis s'est reculée quelques secondes. Elle a fixé les portes ouvertes, comme si elle attendait quelque chose. Elle a alors regardé nerveusement des 2 côtés du couloir avant de sauter à nouveau dans l'ascenseur comme effrayée. Elisa a changé de position, se blottissant contre les murs comme si elle se cachait de quelqu'un. Puis est venue la partie la plus étrange. Elle était restée devant les portes de l'ascenseur pendant environ 20 secondes, puis elle est revenue, pour ressortir à nouveau, bougeant ses mains. Avec cette gestuelle étrange et délibérée, Elisa Lam n'a plus jamais été vue vivante. Il n'y avait aucun signe qu'elle hâte quitter l'hôtel. Les enquêteurs ont établi qu'elle venait du Canada par la côte ouest. Pour économiser, elle partageait une chambre avec d'autres, qui ont signalé son comportement de plus en plus erratique. Elle les a enfermés dehors et a demandé un mot de passe pour rentrer, mais il n'y en avait pas. Quand ils sont revenus et qu'elle n'était pas là, elle leur avait laissé des notes. « Rentrez chez vous, partez ». Elisa, habituellement sans problème, a été escortée dehors par la sécurité lors d'un enregistrement de Conan O'Brien, en raison de son comportement étrange. Elle avait des problèmes de santé mentale et on lui avait prescrit une combinaison d'antidépresseurs et de médicaments antipsychotiques. Le dernier jour où quelqu'un l'a vue, elle paraissait heureuse et enthousiaste pour le voyage. Elle a acheté des cadeaux pour ses parents et discuté calmement avec un libraire du poids de son livre. Selon tous les témoignages, elle paraissait parfaitement normale. Les chiens renifleurs n'ont pas pu retrouver sa trace, pourtant, elle n'avait pas quitté l'hôtel. Le 19 février, un employé de l'hôtel a fait une découverte macabre sur le toit. Elisa avait apparemment grimpé sur un grand réservoir d'eau et était entrée par le trou sous un couvercle de 9 kilos, avait enlevé tous ses vêtements, puis s'était noyée. Se cachait-elle de la chose à laquelle elle faisait signe de la main? À l'extérieur de l'ascenseur, il n'y avait aucun moyen pour qu'elle ait pu accéder au toit sans une clé et des codes pour les portes. Si elle avait forcé le passage, des alarmes auraient retenti, sauf si elle avait pris l'escalier de secours. C'était possible, mais différent de ses habitudes. Elle aurait eu besoin d'une échelle pour atteindre les réservoirs, mais il n'y en avait pas. Pourtant, elle avait grimpé 2,50 m sans rien pour s'accrocher. Peut-être avait-elle eu une crise psychotique, elle en avait déjà eu, mais sans jamais se faire de mal. Cependant, les tests toxicologiques ont révélé qu'elle n'avait sans doute pas pris de médicaments prescrits ni d'analgésiques en vente libre. Elle allait aussi très bien à la librairie ce jour-là. Il se pourrait donc que ce soit un meurtre. Rien n'avait de sens, mais ces derniers articles de blog en ligne montraient un état d'esprit dépressif. Je n'ai aucun contrôle sur mes émotions. Je suis en colère pendant 2 minutes, puis à nouveau triste. Mais ces publications dataient de plusieurs mois avant sa mort. Sa famille et ses amis ont affirmé que son voyage aux États-Unis lui avait remonté le moral. Quelqu'un a mis à jour son blog Tumblr après sa mort, soit via des mises à jour automatiques, soit par une personne ayant accédé à ses comptes. C'étaient toutes des photos de mode, et des citations philosophiques sur la vie et l'amour. Et celle-ci d'un auteur. En vérité, tu aimes la douleur. Tu l'aimes parce que tu crois que tu la mérites. Et les médecins légistes n'ont pas pu en être certains, mais il pourrait y avoir eu une agression, peut-être un acte criminel. Mais si vous êtes enclin à croire au paranormal, quelque chose de très sombre et maléfique pourrait avoir mis fin à la vie d'Elisa Lam. Et maintenant, pour l'un des récits les plus troublants, numéro 1. Le 1er février 1959, 9 skieurs de fond russes expérimentés ont disparu sur le mont Kolatsiakul dans l'Oural, un endroit que les Mansis locaux appellent la montagne des morts. Des recherches ont été lancées lorsque le groupe n'est pas rentré, mais la découverte des sauveteurs était incompréhensible. Les randonneurs ont été retrouvés dispersés sur la neige, leurs tentes abandonnées, tailladées. Ils étaient sortis alors qu'il faisait près de moins 30 degrés Celsius. Certains étaient pieds nus, d'autres n'avaient que des chaussettes ou des chaussures. À y regarder de plus près, quelque chose de très étrange s'était produit cette nuit-là. Ils souffraient d'hypothermie, mais cela n'expliquait ni les côtes cassées, ni les fractures du crâne. On aurait dit un grave accident de voiture. L'une d'eux n'avait plus d'yeux et sa langue avait été arrachée. Certains avaient subi des traumatismes contondants, comme s'ils avaient été frappés avec une batte, d'autres présentèrent des brûlures au 3e degré. L'un était couvert de vomi sanglant, un autre s'était arraché un gros bout de phalange avec les dents, et on l'a retrouvé avec la chair encore coincée entre ses dents. On aurait dit qu'un monstre les avait attaqués. Il existait peut-être une explication rationnelle. Mais qu'est-ce qui les a poussés à se précipiter dehors presque nus, sachant que ces conditions leur causeraient des engelures? En quelques minutes, on aurait dit qu'ils avaient fait un feu.
Il y avait des branches cassées sur le sol. Ils auraient pu construire un petit abri dans la neige, mais cela n'expliquait toujours pas ce qui les avait fait fuir. Certaines théories parlèrent du KGB. 2 randonneurs ont assisté à la catastrophe nucléaire de Kishtim, dissimulée par les soviétiques. Certains corps retrouvés montrèrent des signes de radiation. Les enquêteurs russes ont déclaré dans un rapport qu'une force naturelle irrésistible les avait tués, mais ils n'ont pas expliqué laquelle. Peut-être que c'était un ovni, peut-être que c'était un yéti, ou peut-être un trip sous drogue qui a mal tourné. Il y a aussi la théorie de l'avalanche en plaques. Les enquêteurs pensent qu'ils ont fui la tente et construit un abri de neige. L'abri s'est peut-être effondré sur eux, causant les blessures. Des animaux ont pu achever le reste, mais ce n'est pas ce que montraient les preuves. Les habitants ont vu un objet lumineux dans le ciel cette nuit-là. Était-ce une arme soviétique ou une expérience secrète sur laquelle les randonneurs seraient tombés? Même si c'était le cas, ils ne seraient à mort, comme s'ils avaient été attaqués par une bête et abandonnés dans la neige. Il y a environ 75 théories, aujourd'hui aucune n'est convaincante. Maintenant, allez découvrir les mystères non résolus les plus fous expliqués en 30 minutes, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.